Nous allons maintenant faire en sorte que nos compagnies pétrolières américaines, les plus grandes du monde, se rendent sur place, dépensent des milliards de dollars et réparent les infrastructures en très mauvais état, les infrastructures pétrolières, et commencent à gagner de l'argent pour le pays. Donald Trump vient de mettre la main sur la plus grosse station d'essence du monde. C'est parce que là, avec les États-Unis, ça touche l'international. En fait, ça va nous péter dessus, façon 3e guerre mondiale. Hein. C'est clair, on était pressés les mecs. Hein. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Sinon les amis, en ce moment, il fait super froid. J'ai le nez bouché, je suis enrhumé. Donc je m'excuse d'avance. Mais par contre, si je me mets à renifler, ne vous inquiétez pas, je vais couper le son. Hein. Je suis pas un rennaise. Bref, on enchaîne avec Filles Scientifiques. Ça parle du coup du feu qu'il y a eu dans le bar discothèque en Suisse. Et là, on peut voir qu'en 1 minute et 7 secondes, regardez comment le feu se propage. Parce que là, c'est marqué, il y a 25 ans, des chercheurs néerlandais ont testé la vitesse à laquelle le feu peut se propager à travers un plafond inflammable dans un café ou un bar. Donc là, les amis, on a l'exemple pur d'un plafond inflammable qui brûle en 1 minute et 7 secondes. Donc les personnes dans le bar, dans le sous-sol, étaient condamnées. Regardez le plan. Attendez, là, c'est la seule sortie pour 300 personnes, les amis. Ça nous dit même que le mobilier, il était inflammable. En tout cas, c'était du lambris en bois. Les finitions en bois du bar ont probablement aggravé l'incendie, tout comme les meubles contenant de la mousse. Voilà. Ils étaient pris au piège. Honnêtement, 300 personnes qui doivent passer par ce petit escalier. C'était finito, les amis. C'était finito. Du coup, on continue avec le témoignage d'une personne qui a sauvé des gens là-bas. Donc, c'est marqué incendie en Suisse. Il a sauvé des vies. Le témoignage d'un héros. Il s'appelle comment? Attendez. Faut quand même dire son nom. Hein. Gianni, 19 ans, raconte comment il a sauvé des vies lors de l'incendie à Crans-Montana. Une histoire touchante à découvrir. Je pense pas pouvoir voir pire qu'un humain par terre effondré en train de fondre par les flammes comme ça. J'ai vu des scènes terrifiantes, j'ai vu des gens se faire réanimer de partout, des gens déchiquetés, des gens sans visage. J'ai vécu l'horreur et je sais qu'aujourd'hui, je vois pas comment ça pourrait être pire. On arrive, on voit un mouvement de foule énorme, on voit des gens de partout, des premières personnes torse nu par terre, des brûlures de partout, ça crie, c'est effrayant. C'est une scène de film d'horreur, j'ai envie de dire. Et je trouve ça quand même assez horrible de rester spectateur face à une situation où on voit des enfants de 14-15 ans en train de brûler. Et on reste là sans rien faire. Donc on a décidé d'aller agir. On a vu qu'il n'y avait pas encore beaucoup de pompiers. Il y avait un seul camion de pompiers qui était là. Donc on est allé, mon père le premier, moi derrière en suivant, pendant que tout le monde s'écartait. On est rentré et puis à partir de là, on a commencé à sauver. Et plus on se rapproche et plus on se rend compte que l'horreur n'est pas finie. L'horreur ne s'arrêtait jamais. On est donc rentré dans la boîte pour pouvoir tirer avec les pompiers, les premiers pompiers qui étaient là, les personnes qui n'arrivaient plus à sortir parce qu'elles étaient asphyxiées, parce qu'elles ne voyaient plus et parce que il y avait un stress et une ambiance terrifiante. Ce qu'on a fait avec mon père, c'est qu'on est allé chercher, il y avait des canapés. Donc les canapés étaient faits à base, c'était une base métallique, puis des coussins par-dessus. Donc on a retiré tous les coussins et on s'est servi de ces canapés comme civière en fait, parce que les premiers pompiers étaient là, mais il y avait beaucoup trop de personnes blessées, inconscientes. Une folie. Bref, je le répète, force aux familles et paix à leurs âmes. Du coup, on enchaîne avec les spectateurs, c'est marqué, le porte-parole du Quai d'Orsay s'est retrouvé en difficulté après avoir dénoncé une violation du droit international, une position contraire au soutien exprimé par Emmanuel Macron aux États-Unis. Il y a qu'une parole de la France, il faut être très clair là-dessus, et il faut voir ces deux prises de parole du président et du ministre comme tout à fait complémentaires. C'est en même temps. Elles sont tout à
fait, il n'y a qu'une parole. Et donc personne n'a cautionné cette intervention américaine. Illégitime. Il y a une violation effectivement sur la manière, il y a une violation ici du droit international. Nous remarquons il y a une augmentation de ces violations de droit international par des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont une responsabilité. Attaque illégitime ou pas? Donc il y a effectivement cette intervention était contraire au droit international. Et donc ce n'est pas ce que dit Emmanuel Macron dans son message envoyé hier soir. C'est ce que dit le ministre et le président complète tout à fait ce que dit le ministre. Le ministre s'exprime et le président complète. Le président a ensuite s'est exprimé tout à fait. On continue avec comment il s'appelle, Manuel Bompard. Avec Élodie, c'est marqué le courage et la clarté de Manuel Bompard face à la bêtise crasse du propagandiste Thomas Soto. Nos médias mainstream sont de plus en plus affligeants. Il faut sans doute distinguer le fond et la forme. Mais pour commencer, sur le fond, la chute de Nicolas Maduro est-elle une bonne nouvelle pour le Venezuela et pour la démocratie dans le monde? Ah non, je crois pas qu'on puisse considérer que la chute, parce que c'est pas une chute, c'est-à-dire la capture, le kidnapping d'un président étranger par un autre État soit une bonne nouvelle pour la démocratie dans le monde. Parce que si on commence à considérer que c'est désormais comme ça qu'il faut régler, y compris les questions qui peuvent se poser sur la nature des régimes. Que c'était un dictateur, Maduro. Alors attendez. Alors vous allez devoir me dire que demain, quand le président Trump va vouloir envahir le Groenland, il faudra sans doute justifier aussi sa décision, ou bien quand il menace, comme il l'a fait, la Colombie le Groenland ou le n'est pas dirigé Mexique par un dictateur. Est-ce que Maduro était un dictateur? Non mais si vous voulez, je sais que immédiatement vous allez vouloir déplacer la nature de la discussion sur la nature du régime vénézuélien. Mais pardonnez-moi, c'est pas la question qui est posée. Quand même. La question qui est posée, c'est de savoir si on considère acceptable qu'un État puisse aller kidnapper un dirigeant étranger en violation absolue et totale de toutes les règles du droit international. Et si vous l'acceptez, parce que la nature du régime vénézuélien ne vous plaît pas, alors ensuite vous allez ouvrir une boîte de Pandore. Et vous l'avez vu vous-même, puisque l'administration américaine... Moi, j'ai pas d'avis sur la nature du régime vénézuélien. Il y a la répression des opposants, les prisonniers politiques, la violation des droits de l'homme, l'organisation des... Donc vous proposez d'enlever le président de l'Arabie Saoudite, le président des Émirats Arabes Unis, le président du Yémen. Est-ce qu'il était un président légitime? Je crois Thomas Soto, qu'aux yeux des États-Unis, il y a manifestement des... En fait, l'exemple des États-Unis, il est vraiment intéressant parce qu'en fait, on peut faire une analogie avec la police en France. Quand moi je parle des mauvais flics, vraiment que des mauvais flics, je dis que les flics ne sont pas juges et bourreaux, que les flics sont là pour interpeller et de ramener les personnes devant la loi, devant les juges, tout simplement, d'accord? Donc les flics qui se comportent de la mauvaise façon, du coup, sont des hors-la-loi, quoi, tout simplement, et que les gens les soutiennent. Ben, je répète souvent que le jour où ces mêmes flics vont se comporter de la mauvaise façon face à vous, vous allez dire quoi? Et avec les États-Unis, c'est la même chose. Si on accepte que les États-Unis de eux-mêmes, ils se disent, bon, on va aller là-bas, on va faire ce qu'on a envie de faire et personne ne va rien dire, il n'y a personne qui dit rien, ben le jour quand ils vont venir chez nous ou bien chez nos voisins, on pourra rien dire. C'est la même chose. En fait, moi, je pars du principe que... là, je donne l'exemple de la police. La police ne peut pas intervenir comme des hors-la-loi face à des hors-la-loi, tout simplement. Donc, il y a des États, ils ne peuvent pas se comporter en hors-la-loi pour arrêter un hors-la-loi s'ils veulent. Un jour ou l'autre, ça nous retombera dessus, les mecs. Moi, c'est ma façon de penser, d'accord? Et du coup, on enchaîne avec Trump Fact News qui a marqué Alerte Info. Donald Trump affirme « Nous avons besoin du Groenland » et prévient que le Venezuela pourrait ne pas être le dernier pays concerné par une intervention américaine. Le président justifie cette position par la sécurité nationale, évoquant une présence croissante de navires russes et chinois autour du Groenland. Pour Trump, il ne s'agit pas d'expansionnisme, ben voyons, mais de dissuasion stratégique. Washington trace de nouvelles lignes rouges et réaffirme son contrôle sur l'hémisphère occidental. He felt very strongly we need Greenland for national security. Not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. And he wanted to lead the charge, so we're making him, Marco, today, a special envoy to Greenland. He felt les mecs, very strong. C'est à cause de ces cons américains qu'il va avoir la Troisième Guerre mondiale. Parce que eux, comme ils piétinent le droit international, ben les autres pays vont faire quoi? En tout cas, les pays qui sont forts, ils vont se dire, ben nous aussi on peut faire ce qu'on veut. Et ils vont persécuter, ils vont faire ce qu'ils veulent avec leurs voisins. Et ensuite, quand ça va péter partout dans le monde, il va se passer quoi? Bref. On enchaîne avec Peace TV qui a marqué « Suite à la colonisation du Venezuela, Gallagher Fenwick, journaliste français, évoque la porte qui vient de s'ouvrir sur la géopolitique du passé qui revient. Si tu me laisses l'Ukraine, je te laisse le Venezuela. Si tu me laisses le Venezuela, je te laisse Taïwan. » Le budget militaire annuel des États-Unis, c'est 1000 milliards. Le budget militaire annuel du Venezuela, c'est 4 milliards. Le PIB des États-Unis, c'est 30 000 milliards. Le PIB du Venezuela, c'est 80 milliards. Donc on peut effectivement s'extasier sur la capacité, avec ses moyens écrasants, de venir en 2 heures changer de régime, qui n'a pas changé
changé. Il y a cette volonté de scénariser, de mettre en scène ce moment de puissance qui est complètement débridé. Maintenant, si on décentre notre regard et qu'on se met à la place de Vladimir Poutine, qui rêvait de faire exactement la même chose avec Volodymyr Zelensky. Quel est le message qui est envoyé quand le patron de l'OTAN, Dadi, vient de faire la même chose avec Maduro? Comment est-ce qu'on va dire à Vladimir Poutine de le regarder dans les yeux en lui disant mais qu'est-ce que vous faites avec Zelensky en Ukraine? Qu'est-ce qu'on va dire quand Xi Jinping va essayer de déposer le patron de l'exécutif taïwanais? Ou quand Erdogan va agresser un voisin? Donald Trump, il est incohérent dans son rapport, peut-on dire, au dictateur. Il aime pas Maduro, il adore Loukachenko, il adore Vladimir Poutine. Mais il est très cohérent par rapport au fait que la force prime le droit et qu'effectivement, les prédateurs, et en fait partie, peuvent se réserver le droit d'agir avec autant de force qu'ils le veulent où ils le veulent. Et je termine avec une chose, parce que là on est dans les 5 premières pages de la stratégie de sécurité nationale. L'Europe, c'est la page 25, 26 et la première moitié la page 27. Et que les Européens se préparent à défendre le Groenland. Ouais. Vous pensez vraiment que Donald Trump, il est obsédé par le respect d'un scrutin présidentiel au Venezuela? Il y a une fausse opposition qui est construite entre la force et le droit. Il y a cette idée dans l'espace européen que le droit n'exclut pas mais encadre et régit l'utilisation de la force. Et quand on sera plus la saveur du jour et qu'on sera plus les plus forts, mais sur quoi se reposera-t-on pour dire vous n'avez pas le droit de faire cela? D'accord, on accepte cela, on met de côté le droit, ce qui veut dire que je ne soutiens pas Zelensky au nom du droit, mais parce que je le trouve plus sympa que Vladimir Poutine. Mais qui on attaque? Et au nom de quoi? Quels ennemis on se choisit? Et quand ces ennemis viendront nous attaquer hors du cadre du droit, qu'est-ce qu'on fait? Continuer, comme l'a fait Emmanuel Macron dans un message sur X, de chercher à apaiser Dadi en espérant qu'il soit moins méchant avec nous, c'est aiguiser son appétit, c'est se montrer faible face à un prédateur. Voilà, c'est clairement ça les mecs. Quand je dis que c'est pas sain, c'est pas pertinent de laisser quelqu'un être hors la loi pour appliquer la loi, déjà dire ça c'est un peu bizarre, mais en fait ça va nous retomber dessus. Et en fait, quand je donne l'exemple de la police, c'est parce que là, avec les États-Unis, ça touche l'international. En fait, ça va nous péter dessus, façon 3e guerre mondiale. Hein. C'est clair, on était pressés les mecs. Hein. Franchement, on continue avec le poste de Rio, c'est avec Gallagher encore. C'est marqué sur LCI, Gallagher Fenwick met le doigt sur un glissement dangereux. Trump traite Maduro de dictateur à juste titre, mais traite aussi Zelensky de dictateur et d'illégitime. À partir du moment où une puissance s'arroge le droit de décider qui est légitime et qui ne l'est pas, puis d'exécuter cette décision, on quitte la diplomatie pour entrer dans un monde brutal, arbitraire et profondément instable. Tout à l'heure, vous avez employé le mot dictateur, et vous avez raison, c'est un odieux dictateur, Maduro. Vous savez qui d'autre Donald Trump a traité de dictateur? Volodymyr Zelensky, qui, du point de vue de l'administration Trump, n'est pas le président légitime. Je rappelle qu'il y a des personnes en France qui appellent à la démission d'Emmanuel Macron, qui jugent qu'il est désormais illégitime, qui devrait démissionner. Donc quand on rentre, si vous voulez, dans cette logique qui consiste à s'installer tout en haut d'un piédestal depuis lequel on se permet de désigner qui est légitime et qui ne l'est pas, et qu'on a la puissance pour mettre en musique, si vous voulez, cette philosophie pleine d'hubris qui consiste à dire Maduro out, toi in. On bascule dans un monde qui est effectivement très dangereux. Et on passe sur le compte de Marcel, ça parle encore de Trump. Oui les amis, ça parle beaucoup de Trump, mais c'est vraiment l'actualité du moment. Et là c'est avec Rachel Kahn, écoutez bien ce qu'elle va dire. On le comprend bien, deux visions, ceux qui disent intervention américaine légitime pour libérer un peuple du joug d'un dictateur. Donc c'est légitime cette intervention. Et d'autres qui disent elle n'est pas légitime parce que le droit international ne le permet pas. Mais ce fameux droit international qu'on brandit souvent par boîte de communiqué, c'est plus un principe supérieur neutre et tangible. On a ce sentiment-là. Je me tourne vers vous, Rachel Kahn, parce que vous êtes doctorante justement en droit international. Donc est-ce que c'est devenu un instrument politique à géométrie variable aujourd'hui? C'est ça au fond, ce qui est devenu le droit international? Ou expliquez-nous. Non mais enfin, si je vous donne mon point de vue, oui. Je pense que par rapport à tout ce qui s'est dit depuis cette opération-là, Trump ne viole pas le droit international. Donc Trump ne viole pas le droit international. Ok. Bon les mecs, moi je vous l'ai dit plein de fois, je suis pas un pro en géopolitique, je suis pas un érudit, je me la raconte pas. Je suis tout simplement un random comme vous qui réagit sur des sujets qui l'impactent directement. Parce que ça va nous impacter directement les mecs, d'accord? Donc pour elle, il n'y a aucun problème qu'un président décide d'aller dans un autre pays et de kidnapper un autre président. D'accord? Pour moi, le droit international, c'était une sorte de frontière qui nous protégeait de tarés voisins. C'est-à-dire que si on avait un dictateur voisin qui aurait décidé de venir chez nous et nous faire la guerre ou je ne sais quoi, en fait, ça nous protégeait. Parce qu'il savait que s'il allait faire ça, il y a d'autres pays qui allaient venir nous défendre, tu vois. Après, les lois ne sont pas parfaites, hein. Du coup, le dictateur, c'est sûr qu'il fait de la merde chez lui, ça, on n'y peut rien, tu vois. Mais à les écouter, c'est rien, le droit international. Et le gars, là, avec sa petite mèche, là, et sa calvoche, là, qui prend ça à la légère, ouais, le droit international. Le jour où cette frontière invisible qui nous protégeait de dictateurs ou de tarés qui avaient une armée puissante, elle sera plus là, ce mec-là, il se fera dessus, tu vois. Il va se pisser dessus. C'est pas lui qui ira faire la guerre, tu vois.
C'est la vérité. Doctorante justement en droit international. Donc est-ce que c'est devenu un instrument politique à géométrie variable aujourd'hui? C'est ça au fond, ce qui est devenu le droit international ou expliquez-nous. Non mais enfin, si je vous donne mon point de vue, je pense que par rapport à tout ce qui s'est dit depuis cette opération-là, Trump ne viole pas le droit international. Simplement, il a enterré l'ONU. C'est ça qu'il a fait. Parce que l'ONU, depuis 50 ans, ne crée plus de droits, alors que c'était quand même une des obligations d'une organisation internationale, vit finalement sur une névrose. Pourquoi elle s'attaque à l'ONU? Parce que l'ONU a plusieurs fois condamné Israël. Tout ça, en fait, elle sait très bien vers où elle va. Par rapport au droit international, par rapport à l'ONU. C'est pour Israël, tout simplement. On la voit venir, mais gros comme un camion. L'objectif de l'ONU était de créer une organisation contre... Parce que du coup, si elle décrédibilise l'ONU, en fait, tout ce qu'ils ont dit sur Israël, sur Netanyahou, et aussi avec le droit international, tout ça, ça vaut plus rien. Donc Israël est complètement légitime de bombarder des gens. In fine, c'est ça, hein, franchement. La loi du plus fort. Et à force de cela, les États, finalement, ont une culpabilité d'être les plus forts. C'est là qu'on a vu arriver des idéologies genre décoloniales. Donc aujourd'hui, on a un droit international qui divise plus qu'il nous rassemble. Et puis par ailleurs, le droit international aujourd'hui est infiltré par des idéologies. Quand on voit que la Commission des femmes y siège l'Afghanistan ou l'Iran, quand on voit qu'à la CPI, on met sur le même pied d'égalité le Hamas et Israël, quand on voit l'UNRWA, ce qui s'est passé le 7 octobre, ou quand on voit aussi l'UNICEF qui n'a pas jugé bon de nous donner des informations sur les enfants Bibas, on peut se poser des questions sur l'activité à mettre en œuvre le droit international par l'ONU. Donc aujourd'hui, en fait, l'ONU devait, depuis 50 ans, avait un devoir de dire, de nommer quels étaient les enjeux de notre temps, notamment l'islamisme, le terrorisme, le narcotrafic, qui gangrène l'ensemble des pays, qui fait des morts à travers les pays, de qualifier ces massacres-là, qui sont pour moi des crimes contre l'humanité, en fait, depuis les années 70, avec les différents attentats. Là, elle arrive à le dire, hein, crime contre l'humanité. Hein. Mais bizarrement, quand c'est autre chose, elle n'arrive pas à le dire. Le seul moment où ils le disent, c'est quand c'était pour la Shoah. Là, bizarrement, elle arrive à sortir le mot. Hein. Vous avez vu? Et très rapidement. Leur financement, et aussi de s'occuper de cette ingérence étrangère dans notamment le monde occidental, qui est une guerre à bas bruit. L'ONU ne l'a pas fait. Oui. Donc ce que l'on peut constater, c'est que Donald Trump, lorsqu'il prend la parole, il reprend très précisément les éléments du préambule de la charte de l'ONU, la paix, la liberté, la justice, la condition des peuples, du droit des peuples. Et donc pour moi, en fait, contrairement à l'ONU, Trump ne viole pas le droit international. Simplement, il écrit l'histoire du droit international, il enterre l'ONU, et par le même biais, il écrit l'histoire des États-Unis. Parce que c'est vrai que personne n'a brandi le droit. On termine avec Kunta Benkinte et du coup il y a Elisabeth Lévy qui réalise en 2026 qu'il n'y a pas de liberté d'expression sur CNews. Regardez. D'un côté j'assiste à un western où un méchant est dézingué par les bons et je suis contente. Mais d'un autre côté, si vous voulez, je suis aussi consciente que demain ça va être très compliqué de dire à la Chine ah ben non mais à Taïwan on en parlera tout à l'heure, c'est autre chose. Mais on ouvrira tout à l'heure les débats. C'est ça que je veux vous dire. Non, on n'a pas le droit d'être partagé. On n'a pas le droit d'être partagé. Et parce qu'on ne peut pas parler de liberté d'expression toute la journée, me dire que sur un événement pareil, on a le droit qu'à une seule position. Mais je vous dis pas ça, puisque vous avez... de me dire. Non. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Ça démarre sévère le PMU du Rassemblement National à la télé. Je suis tellement rassuré de ne pas être le seul à s'infliger ces zozos toute la sainte journée. Force à toi. Il y a quoi d'autre? Il va finir par la virer. La liberté d'expression selon Pro. Bref, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire dans la joie et la bonne humeur sans insulte comme d'habitude. Et désolé s'il y a beaucoup de posts sur Trump et le Venezuela. Mais c'est vraiment l'info du moment les mecs et ça va nous impacter directement. Ça je le pense profondément. Bref, j'ai assez parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.